14-18, la guerre. La drôle de guerre, comme on dit. Cette période de l'histoire m'a toujours interpellé. Je m'appelle Antoine, je suis historien. Enfin presque. En fait, je dois encore écrire mon mémoire. Alors je cherche, je tourne les pages, et puis je tombe sur cette photo. Je m'arrête sur ton regard hagard dans les décombres. Le hasard de ta naissance t'a fait vivre cette guerre. J'aurais pu être à ta place. Tu t'appelles Oscar et tu t'es réfugié en France. Voilà le peu que je connais de toi. Je veux comprendre ce que tu as vécu. Direction les archives de l'État. J'ai rendez-vous avec Michael Amara, un historien qui connaît très bien la guerre 14-18. Il en évoque les prémices. Au début de l'été 1914, de nombreuses tensions et une série d'éléments déclenchent les hostilités. L'Allemagne déclare la guerre à la France et à la Belgique le 3 août 1914. Les Belges prennent alors une décision courageuse, mais lourde de conséquences. La Belgique est encore à l'époque un pays neutre, mais il est important pour les Allemands de passer à travers la Belgique pour envahir la France. Et donc l'Allemagne, qui est garante de la neutralité belge, lance un ultimatum à la Belgique qui, pendant quelques heures, s'interroge et finalement décide de refuser l'ultimatum, de refuser le passage des Allemands à travers son territoire. Et c'est comme ça que la Belgique est plongée dans le conflit et qu'elle va y rester jusqu'à la fin de 1918. Les troupes allemandes sont ralenties, ce qui permet à la France de gagner du temps. La Belgique, elle, est occupée. Le pays est à feu et à sang. Les combats sont violents. La province de Namur est particulièrement touchée. À Dinant, c'est un véritable carnage. Les Allemands exécutent près de 700 civils. Partout, la population est terrorisée. Il y a plusieurs générations qu'il n'y a plus de guerre en Belgique, donc ils voient les obus qui s'abattent, ils voient les fusillades, et donc ça provoque une vraie peur, donc un instinct de survie qui pousse à partir. Et à cela s'ajoute une peur des atrocités allemandes, une peur par rapport à l'attitude que les Allemands ont vis-à-vis des populations civiles et qui, bien sûr, massacrent, etc. Et ça, la rumeur de ces événements va se propager et va prédisposer beaucoup de gens à partir. C'est l'exil. La population est sur les routes, elle veut sauver sa peau. En tout, près de 1,5 million de Belges ont fui. Oscar, tu es parmi eux. Des images que l'on connaît encore aujourd'hui. Aujourd'hui, comme toi, des milliers de civils fuient la guerre. Je continue mon voyage vers ce chapitre de l'histoire. J'apprends qu'une communauté très importante de Belges, originaire de Tille-le-Château, s'est constituée entre Paris et Le Havre, à Bonnières-sur-Seine. J'ai la chance de trouver sur place une véritable encyclopédie locale, Jean Babou. Il m'emmène de l'autre côté de Bonnières, en bord de Seine, à l'usine Piret, qui est le point de départ de cette histoire. Cette usine a été louée au début de la guerre par Louis Piret, un industriel belge dont l'entreprise basée à Tille-le-Château avait été réquisitionnée par les Allemands. Ayant dû cesser son activité en Belgique, il décide de développer un laminoir à Bonnières, où des pièces métalliques, notamment des braseros, seront produites. Bon nombre d'ouvriers de Tille-Château sont venus, en majorité par leur expérience, par leur capacité, et toutes les familles étaient quasiment belges, puisqu'on les retrouve à la sortie de l'église, c'était 60% des familles belges, quoi. Tout s'éclaire. La guerre, la peur, une entreprise qui est contrainte de se délocaliser, le bouche à oreille et c'est tout un village qui suit. Voilà pourquoi une véritable colonie belge s'est installée ici, à Bonnières. Avec elle, l'activité industrielle de la région redémarre, en soutien à l'effort de guerre allié, grâce notamment à cette très performante machine à vapeur Farco, que des amoureux de mécanique et d'histoire sont parvenus à restaurer. On va procéder à la mise en marche de la machine à vapeur. Donc nous avons ce volant qui permet d'ouvrir la vanne de vapeur. Vas-y, ouvre, hein.
Donc la machine était vraiment très importante pour l'usine. C'est le cœur d'énergie de l'usine et elle était pour l'époque très moderne. C'était vraiment de la technologie de pointe pour l'époque. Unique dans le monde. Amusant de se dire que la présence ici de cette machine a déterminé l'avenir de ces Belges, les réfugiés de Bonnières. Je regarde cette mécanique, précise comme une horloge. J'imagine les ouvriers qui s'activent autour d'elle, fiers encore d'exercer leur savoir-faire malgré la guerre qui fait rage non loin de là. Bonjour, allez-y, entrez. Le père de Christiane Gossiot était l'un d'entre eux. Comme plusieurs, il a succombé au charme des femmes du bord de Seine et s'est installé définitivement dans la région. J'ai une photo, malheureusement. Alors, je pense que cette photo a été prise autour des années 50, dans un parc avoisinant notre maison à Freneuse. Et il avait 12 ans quand il a commencé à travailler à l'usine là-bas. C'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais enfant. J'ai toujours entendu dire qu'il avait commencé à travailler à 12 ans. Beaucoup des jeunes enfants belges, même français, ont commencé à travailler là-bas très très jeunes. C'était le lot de beaucoup d'enfants à l'époque. Et ça continue aujourd'hui dans pas mal de pays du globe. Je prends conscience de ce qu'aurait pu être ma vie à ce moment. L'usine, 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine pour soutenir l'effort de guerre. Beaucoup d'hommes sont au front et il faut faire tourner l'usine. Femmes et enfants, tout le monde trinque. Les travailleurs belges étaient réputés pour être des hommes de rudes travailleurs, des gens sérieux et qui ne ménageaient pas leur peine. Côté vie sociale, les Belges se sont bien intégrés dans la région. Des familles se sont formées, des cercles, des clubs et des écoles sont créées. La vie s'organise. Bonnières-sur-Seine compte même une pension pour les soldats belges, dénommée Chez Pierre, une sorte de restaurant économique pour les appeler en permission. Ça, c'est le phénomène typique des réfugiés. Aujourd'hui, encore, les réfugiés de certains pays se réunissent ensemble pour parler du pays, pour avoir des nouvelles. Ils étaient bien intégrés, mais ils étaient très bien organisés. Il n'y avait pas de problème relationnel entre les Français et les Belges. Il n'y a pas de bagarre entre des Belges qui auraient bu, par exemple, un peu, et des Français. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. C'est le principe qu'il ne faut pas oublier. Pas d'histoire belge ou presque pas. Nos compatriotes se tenaient plutôt bien. Mais leurs habitudes intriguent. Par exemple, cette curieuse manie qu'ils ont de beurrer leurs tartines. Aujourd'hui, tout cela est digéré. Mais il subsiste néanmoins quelques petites moqueries qui étaient de bonne guerre. Les Wallons, on se moque d'eux avec leur accent. Aujourd'hui encore, c'est l'origine d'histoires belges innombrables, mais très sympathiques. Oui, enfin, doucement quand même. Bref, si les Belges aiment le chou et le beurre, ils tiennent aussi à conserver leurs habitudes, comme celle de se rendre à l'église. En tant que réfugiés, un peu comme les Italiens dans d'autres pays ou les Polonais ailleurs, ils veulent se créer une paroisse autonome. Et Monseigneur Chivier leur concède l'église de Bennecourt qui n'est pas utilisée. Du coup, c'est l'abbé de Tille-le-Château qui s'occupera de la paroisse. Lui aussi a suivi le mouvement. La population locale est plutôt peu pratiquante. Les Belges sont donc perçus comme très pieux. L'église servira également pour des fêtes patronales. Cette église était très importante pour la communauté belge puisque c'était un lieu de spiritualité et on le voit d'ailleurs dans les gravures, les photos de l'époque où on se rend compte qu'il y avait énormément de monde, surtout pour les fêtes catholiques traditionnelles. Tout autour de l'autel, de très grands vitraux sont placés. Ils dessinent la lumière, représentent des scènes de paix. Ils scellent la cohabitation harmonieuse entre les Belges et les Français. Patron protecteur et paternaliste comme beaucoup d'industriels de l'époque, c'est Louis Piret qui les a offerts à la communauté.
proximité de Bonnières, perdu au beau milieu d'une propriété, un buste d'Albert Ier intrigue. Il s'agit en réalité du vestige d'un autre témoignage des bons soins que les Belges avaient pour les leurs. À cet endroit précis, en effet, l'armée belge a fait construire plusieurs baraquements en bois à vocation particulière. L'idée était de créer un institut professionnel militaire, une sorte d'école, de centre de rééducation qui permet aux hommes blessés et mutilés par la guerre de réapprendre un métier. Les Français ont un peu abandonné leurs mutilés en leur donnant une pension. Et ça a eu des conséquences dramatiques, car beaucoup de ces mutilés pensionnés sont devenus un peu à charge pour leur famille, ont sombré dans l'alcoolisme, alors que les Belges avaient appris des métiers. Les initiatives qui permettent de rassembler la communauté ne manquent pas. On a besoin de se serrer les coudes, de se donner des nouvelles et de garder un lien entre civils et militaires. Il y a également un journal qui a été imprimé, ici apparemment, qui concernait toutes les activités des Belges. Et il traitait de quel sujet dans ce journal? Il traitait des nouvelles du pays, et puis des disparitions, des soldats qui étaient tués au front. C'était un journal qui permettait de créer un lien entre les différents exilés et les soldats qui vivaient dans l'Institut. En dehors de ce buste royal, il subsiste très peu de traces visibles de cet épisode. Une autre est un caveau familial de Bennecourt. Jean le connaît bien, il vient souvent ici. Cette concession a été achetée pour les Belges morts durant leur séjour en France. Ironie de l'histoire, un nettoyage bien intentionné mais un peu trop énergique a quasiment effacé les noms gravés dans les pierres tombales. À peine arrive-t-on à les lire. Assez curieusement, ces morts semblent aujourd'hui comme oubliés. Ce qui est curieux, c'est qu'aucune famille n'est revenue depuis la guerre. Est-ce qu'il y a eu translation des corps au moment du retour dans leur pays? Je ne sais pas, étant donné que les archives de la commune sont muettes sur cet aspect. Et toi, Oscar, es-tu rentré au pays? Peut-être es-tu l'un d'entre eux? Un nom gravé sur la pierre qui s'estompe avec le temps. Les Belges ont laissé d'autres traces, dont certaines encore bien présentes. Les Belges jouissaient d'une amitié, d'un amour considérable de la population française. Cette amitié a perduré après la Première Guerre mondiale. Et par exemple, si vous allez en France, le nombre de boulevards des Belges, de places Elisabeth, tout ça, ça témoigne d'une grande reconnaissance qu'avait la population française, parce que la Belgique, il ne faut pas l'oublier, pendant l'été 14, avait sauvé l'armée française. Voilà que s'achève mon périple. Je m'imprègne encore un peu des lieux. Je me dis que cette vallée de la Seine ressemble assez étrangement à notre Meuse. Ici, des peuples différents se sont accueillis, compris, respectés. On se dit au revoir, je rentre chez moi. Oscar, l'enfant des décombres, c'est peut-être ton histoire que je connais un peu mieux maintenant. Aujourd'hui, que ferais-je si la guerre éclatait chez moi? J'espère qu'alors, quelque part, un autre Bonnières m'ouvrirait les bras.